Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 9 septembre 2020. Au sommaire ce soir. C'est une première victoire que l'on peut qualifier d'historique pour la justice genevoise dans le bras de fer qui l'oppose au géant Uber Eats. La firme américaine a été contrainte d'accorder aux 500 livreurs du canton de Genève le statut de salarié, avec tous les acquis sociaux que cela implique. Et puis nous parlerons football avec le FC Annecy qui retrouvait les terrains de National après 2 semaines de chômage technique, Covid-19 oblige. Les Hauts-Savoyards se déplaçaient à 7 ce vendredi, résultat 0-0 et un bon point de prix à l'extérieur. C'est un changement historique. À Genève, les 500 livreurs Uber Eats du canton sont depuis le 1er septembre considérés comme des salariés et non plus comme des indépendants. La firme californienne avait été contrainte à se plier à la décision du tribunal cantonal de Genève qui avait demandé à Uber Eats d'accorder le statut d'employé à ses livreurs. Concrètement, les livreurs auront tous un contrat de travail avec une garantie de salaire minimale. Ils seront donc payés à la journée. Pour Mehdi, livreur Uber Eats, ce changement est une garantie supplémentaire. On sera rémunéré au niveau du temps de travail. Alors qu'avant, on était payé à la course. Donc si par exemple on se connectait sur l'application, on va dire à 11h du matin, et qu'on se déconnecte à 23h, et sur toute cette plage horaire de 11h à 23h, si c'est une mauvaise journée, on a fait 2-3 courses, et ben on est payé uniquement à la course. Tandis que là, l'avantage, c'est que si on se connecte de 10h à 23h et que dans tout ce créneau horaire, on fait que 3 courses, et ben on sera quand même payé à l'heure. En France et dans la majorité des pays où Uber Eats est implanté, les livreurs ont le statut d'indépendant et ne sont pas couverts en cas de maladie ou d'accident. Pourtant, selon le livreur, les conditions de travail incitent parfois à prendre des risques. T'es tout le temps sous pression, quoi. Faut faire vite. Sur la route, fallait aller vite. Plus on livre, en fait, plus on va vite, plus potentiellement on a de chance de faire de livraison. Donc c'était un peu à 200 km/h toute la journée. Donc là, je pense que les conditions de travail, elles vont s'améliorer. Du côté de l'UNIA, on parle d'une victoire syndicale historique. Malheureusement, on fait un pas en avant, mais on a aussi quelque chose à regarder, dans le sens il s'agit bien de vrais contrats de travail. Par contre, les conditions qui sont proposées aux livreurs ne sont pas forcément les bonnes. C'est-à-dire que normalement, les livreurs de repas sont assujettis en Suisse à la Convention collective nationale de la restauration. Et la société n'applique pas cette convention, offre des salaires qui sont plus bas. Et donc, on a encore un nouveau conflit qui s'annonce et qui nous obligera à vérifier que les livreurs reçoivent les bonnes conditions et les bons salaires qui sont prévus pour eux. Pour le conseiller d'État chargé de l'emploi, cette nouvelle est aussi une grande satisfaction. C'est un soulagement, je dois dire, pour ces travailleurs qui travaillent dans des conditions qu'on le voit, pas toujours simples. Et surtout, la Covid a démontré à quel point il peut y avoir des coups du sort qui placent le travailleur dans une situation difficile, qui ne peuvent pas toujours travailler et qui doivent pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. C'est indiscutablement une victoire d'étape, mais une étape importante puisque c'est celle qui précède immédiatement la ligne d'arrivée. Il faudra en effet attendre la décision définitive du tribunal administratif fédéral qui doit se prononcer sur le sujet d'ici les prochains mois. Face aux derniers chiffres de la propagation de l'épidémie du coronavirus, la ville d'Annecy a décidé de proroger l'arrêté municipal rendant obligatoire le port du masque sur les marchés et les zones piétonnes du centre-ville jusqu'au vendredi 2 octobre prochain. Le port du masque reste donc obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. Par ailleurs, de nouvelles campagnes de dépistage auront lieu au Change à Métessy les 14, 21 et 28 septembre prochains. Des travaux de maintenance ont lieu actuellement dans le tunnel du Mont-Blanc. Par conséquent, l'accès au tunnel sera totalement interdit et la circulation interrompue. Cette fermeture sera effective du lundi 7 au mardi 8 septembre de 22h à 6h du matin. Il est fortement recommandé aux usagers de se tenir informés sur les conditions de viabilité du tunnel sur les différents supports de communication de l'ouvrage. Philippe Alessandri, bonjour. Vous êtes le président d'Anime France, c'est le syndicat des producteurs de films d'animation. Cet été, les statuts des Césars ont été réformés pour le plus grand bonheur du monde de l'animation, justement. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour vous ? Beaucoup de choses, puisque la place de l'animation va être enfin reconnue au César. Anime France a convaincu l'ensemble des professionnels du cinéma de créer un collège pour les producteurs, créateurs, auteurs, réalisateurs, techniciens du monde de l'animation.
Ce collège élira 4 représentants, 2 hommes et 2 femmes, au conseil d'administration, et ainsi pourront porter la voix de l'animation française au sein de l'Académie des Césars. Alors justement, quel message allez-vous demander à ce conseil de faire passer au sein de l'Académie des Césars ? En premier lieu, nous aimerions que les films d'animation puissent être éligibles dans des catégories où ils ne sont pas éligibles aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Cette année, J'ai perdu mon corps a obtenu le César du meilleur film d'animation, mais ne pouvait pas concourir pour le César du premier film. Et pourtant, c'était le premier long métrage de ce réalisateur. Nous trouvons que c'est dommage, nous aimerions changer cette règle, de la même manière que nous aimerions que lorsque sont remis les Césars du long et du court métrage d'animation, il y ait 2 remises distinctes et pas une seule remise commune. Pensez que le César d'animation n'a que quelques années, nous avons dû militer beaucoup pour obtenir un César de film d'animation, alors qu'aux Oscars, par exemple, l'Oscar de film d'animation existait depuis très longtemps déjà. Et pourtant, on a un festival mondialement reconnu de référence, le festival d'Annecy en France, mais l'animation manque encore de reconnaissance. Oui, nous sommes très fiers d'avoir le plus grand festival au monde d'animation avec le festival d'Annecy, mais quand vous comparez la couverture médiatique du festival d'Annecy et du festival de Cannes, vous comprenez bien que les médias portent un regard bien plus bienveillant sur le cinéma en prise de vue réelle que sur le cinéma d'animation. La nouvelle génération s'intéresse de plus en plus à l'animation, que ce soit en série ou en long métrage, et il faut aujourd'hui que les médias puissent prendre en compte cet intérêt nouveau du public. Est-ce que du côté de la formation, on est bien loti en France ? La France est probablement le meilleur pays du point de vue de la formation en animation, et c'est pas par hasard si les grands studios américains viennent chaque année essayer d'attirer aux États-Unis les meilleurs diplômés de nos écoles. On peut améliorer encore les choses, je pense, en travaillant producteurs et écoles en étroite collaboration pour définir chaque année les nouveaux besoins des studios et ainsi rapprocher la formation théorique des besoins pratiques des producteurs d'animation. Un mot sur le contexte pour terminer. On sait que le cinéma est durement touché par cette crise sanitaire, par ce contexte. Est-ce que dans l'animation, vous êtes également inquiet ? Oui, le cinéma d'animation est impacté comme le cinéma en prise de vue réelle, à la fois dans la recherche de financement, qui sont plus difficiles à réunir, et d'autre part dans l'exploitation en salle, puisque l'exploitation est en baisse depuis la pandémie. On peut se réjouir néanmoins du bon résultat du film d'animation français qui vient juste de sortir, Yakari, d'après la bande dessinée du même nom. Ce film a dépassé la barre des 200 000 entrées alors qu'il n'a que quelques semaines d'exploitation. C'est plutôt un bon résultat dans le contexte actuel. En football, le FC Annecy a renoué avec la compétition ce vendredi, après 2 semaines et 2 matchs reportés pour cause de cas de Covid-19 au sein de son effectif. En déplacement à 7 autres équipes promues, les Hauts-Savoyards ramènent un bon point de l'Hérault après un match nul et vierge. Lucas Mossio, habituel remplaçant du gardien titulaire Julien Pérez, en a profité pour faire étalage de son talent avec plusieurs parades décisives. Au classement, le FC est 13e sur 18, mais avec 2 matchs en retard. Vendredi prochain, Annecy reçoit Concarneau, le leader du national, au stade des Grangettes à Rumilly. Si la saison n'est pas encore finie pour les alpinistes en altitude, l'heure est déjà au premier bilan de cette saison estivale particulière. Sur les pentes du toit de l'Europe, les refuges n'ont pas désempli et comptent bien prolonger leur activité au moins jusqu'au mois d'octobre. On écoute les précisions d'Antoine Ratin, le gardien coordonnateur des refuges de la voie normale du Mont-Blanc. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. La nouveauté de 2020, c'est que le refuge du Goûter, qui habituellement voyait la moitié des clients usagers venir de l'étranger, et bien cette année, ils ne sont pas là. Ces personnes ne sont pas venues. Alors on est très content d'avoir vu nos concitoyens prendre le relais, bien sûr. Et donc au lieu d'avoir 50% d'étrangers, on se retrouve avec 90% de Français. Après, c'est difficile de faire le tri dans ce qui nous impacte, parce qu'il y a le Covid, certes, mais au mois de juin, il y a eu la météo, puisque le mois de juin était très arrosé. Donc on a eu une faible fréquentation en juin, et puis après au mois d'août on a eu le couloir qui a vécu sa vie de couloir de façon un petit peu méchante quand même, donc là aussi on était impacté. Et puis ça dépend des refuges, parce que le refuge du Goûter, bon, on va faire une saison classique. Le refuge de Tête-Rousse, on a eu beaucoup moins de monde, puisque tous les gens de l'Est qui venaient souvent à Tête-Rousse ou au camp de base, eh ben, ils ne sont quasiment pas venus non plus, voilà. Et à l'inverse, au Nid d'Aigle, on a eu beaucoup de Français, beaucoup de petites familles qui
sont venus manger la tarte à la myrtille, regarder le glacier, la montagne. Voilà. On compte énormément sur ce mois de septembre et on attend vraiment l'anticyclone du mois de septembre pour pouvoir bien travailler. On a des très bons taux de réservation sur le mois de septembre. Donc on espère que la météo sera avec nous. On espère que le Covid va pas trop se développer parce que c'est compliqué. Voilà. Et si on arrivait à prolonger un petit peu, ça nous permettrait de finir correctement cet été 2020 qui a commencé de façon très 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 compliquée. Rappelez-vous, on était début mai, on pensait ne pas ouvrir. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et à mardi pour un nouveau JT.